Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode des 4 diffusions de live avec Pierre Carré. Donc on a interverti, on devait faire le Godcast ce jeudi. Finalement, l'interview qu'on vous mettra dans le Godcast, on n'a pas pu la finaliser. Donc ça sortira lundi. Vous avez rendez-vous avec Yorick et Pierre Carré pour parler de la médiatisation du cyclisme, notamment de Netflix, mais pas que. Donc franchement, régalez-vous. C'est le dernier épisode de ces 4 épisodes. Bonne vidéo. Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, Hippo il a très bien parlé voilà de tout ce qui est dopage, etc. Et moi ça me permet déjà de rebondir. Donc on a vu aussi, il y a eu un commentaire, voilà, il y a Raymond Avid qui avait écrit notamment, ça parlait d'un effet de Netflixisation grossièrement du vélo. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas spécifique au vélo. Je pense notamment à The Last Dance avec Michael Jordan pour basket. Je pense à la série sur Neymar pour football. Il y avait déjà aussi Movistar qui avait commencé il y a quelques années à faire sa propre série. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a quand même vu un cyclisme qui essaie de s'ouvrir à un public, qui essaie de s'élargir. Je pense par exemple en 2020 où c'est peut-être une décision qu'on peut dire de simple, mais par exemple France Télé qui décide de retransmettre dans son intégralité les étapes du Tour de France. Et donc du coup avec tout cet effet voilà de médiatisation, de représentation des coureurs, etc. On en a parlé aussi avec Anto. Je me demandais, est-ce que justement cet effet pour toi c'est pas non plus un vecteur de pression supplémentaire pour les jeunes coureurs qui sont déjà repérés de plus en plus tôt? Et derrière, avec toute cette exposition médiatique, etc., qu'il y a derrière, est-ce que ça les pose pas non plus à faire, je dirais, des erreurs également? Voilà, est-ce que c'est pas, il n'y a pas aussi un côté néfaste avec toute cette médiatisation, je dirais? Eh ben, déjà, je me rends compte qu'il faut que je vous félicite pour les questions parce que vous avez travaillé et que c'est des super bonnes questions et en même temps que vous les formulez, je suis en train de réfléchir. Donc, vous me bousculez un peu. Bon, d'abord, le passage en intégralité des étapes du Tour de France, c'est une immense stupidité. Ça cause un tort phénoménal au vélo. Le vélo n'a pas été inventé pour montrer in extenso sa progression. Ça n'a pas été créé pour ça. C'est un sport alors, avec ce que ça peut aussi comporter dont on vient de parler. C'est un sport de secret, c'est un sport de mystère, c'est un sport et aussi d'imaginaire, etc. L'accumulation des images n'est pas du tout au bénéfice du vélo. Je comprends pas alors je crois comprendre pourquoi. ASO voulait valoriser la ville départ et je pense qu'ils finiront par facturer les départs aussi cher que les arrivées. Bon, mais enfin, c'est épuisant. En fait, c'est de nouveau accréditer l'idée. Alors, merci Pogačar pour le coup d'apporter de la nuance à ce que je vais vous dire, mais c'est accréditer cette idée que le vélo est un sport de sieste dans lequel il se passe rien. Bah, oui, mais la plupart des grands sports aujourd'hui durent 1h30 et le vélo se déroule sur 4 ou 5 heures, ce qui évidemment est très long et que on ne peut avoir que des temps morts. Donc l'idée d'infliger ce spectacle processionnaire au public, ça va pas. Alors vous allez me dire oui, mais alors heureusement qu'on avait en intégralité les mondiaux l'autre jour, comme ça a permis de montrer l'attaque de Pogačar à 100 km. Oui, oui. D'ailleurs, il y aurait une question marrante à se poser, c'est que s'il n'y avait pas la télé, s'il n'y avait pas l'intégralité, est-ce qu'il attaquerait à 100 km? Je me pose la question. Parce que le facteur médiatique, il a toujours beaucoup compté dans la tactique des coureurs. Vous savez que lorsqu'il y avait ce qu'ils appelaient la prime TF1, c'est-à-dire quand il y avait le début de la retransmission sur TF1, alors de mémoire ça doit être dans les années 80 ou la toute fin des années 70, eh bien le premier coureur qu'on voyait à l'antenne, il recevait une prime. Donc il y a des coureurs qui organisaient leur étape exprès pour être le coureur qui empochait la prime TF1. C'est le côté on va faire coucou à la caméra, mais qu'est-ce qu'il fait Pogačar quand il est échappé? Il se tourne sur les côtés, vous avez remarqué, il cherche le smartphone pour Instagram. C'est très étonnant de voir à quel point au moment où il est au paroxysme de l'effort, il a conscience de l'image qu'il renvoie et il veut imprimer une marque. Moi je suis stupéfait par ça. Ça montre c'est 1975, me dit Dominique Turgis, que je tiens pour être
le meilleur historien de vélo, la prime TF1 75, les amis. Bon, donc aujourd'hui, on a un trop plein d'images. Je me suis même retrouvé, vous savez, pendant 2 ans, j'ai eu la chance et l'honneur d'officier sur le plateau de la chaîne d'équipe de temps en temps. Je me suis retrouvé à côté de collègues qui, des fois, on se regardait et on était totalement perdus parce qu'on savait plus qui avait gagné l'étape la veille. Voilà. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a 3 courses à peu près télévisées, sachant qu'il y a 10 ans, il y en avait très, 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 très peu. Voilà. La pression sur les coureurs, oui, bien sûr. Bien sûr que ça pèse. Bien sûr. Ils doivent rendre des comptes en permanence. Alors après, pour moi, il y a des pressions beaucoup plus grandes que la pression médiatique. Et là, je dévie légèrement de la séquence média dans laquelle tu voulais qu'on évolue. Ouais, ne m'en veux pas. Hein. Mais par exemple, vous savez que les coureurs font du reporting toute la journée. En fait, il y a des équipes qui ont développé des applications et qui demandent aux coureurs le matin quand ils se lèvent de mettre leur poids, de donner des indications sur le sommeil qu'ils ont pu avoir, la qualité du sommeil. Ensuite, qui leur rappellent ce qu'ils doivent prendre au petit déjeuner. Ensuite, ils doivent dire si c'est bel et bien ça qu'ils ont pris ou pas. En fait, un coureur dans certaines équipes, il a une vingtaine d'interactions par jour avec la plateforme, que ça soit avec les diététiciens, les entraîneurs, avec les nutritionnistes, voilà. Donc ça pour moi c'est une forme de pression bien supérieure. Mais de toute façon le coureur et dès son plus jeune âge il est au centre d'une enfin, les pressions sont folles, même si vous pensez au système de localisation Adams. Le coureur est assujetti à un paquet de pression incroyable. Incroyable. Moi, je pense pas que les médias constituent une pression, tu sais. En plus, aujourd'hui, on dit, alors, quantitativement, le flux, notamment d'images et le flux télé, est colossal. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a plus de médias maintenant qu'avant? Je ne pense pas, mais avant, c'était différent. Avant, les coureurs accordaient des interviews à Vélo Magazine et on achetait Vélo Magazine parce que c'était intéressant. Avant, on lisait Miroir du cyclisme avec des interviews de 6 pages de coureurs qui recevaient des journalistes dans leur baignoire le soir après les étapes. Ça a changé. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait plus de sollicitations aujourd'hui qu'avant. Les équipes, elles se sont toutes munies d'attachés de presse qui disent ça, qui disent non, mais les coureurs ils ont beaucoup de sollicitations. Bah écoute, tu m'étonnes, quand tu dois répondre 8 fois par jour à ton nutritionniste, ça prend du temps. Quand par ailleurs ton sponsor met tellement d'argent, il faut accepter qu'ils viennent chez toi et qu'ils fassent une vie. Parce qu'attention, hein, je sais pas si vous avez déjà assisté à des tournages. Regardez, on emmerde les gens pendant 5 heures. Hein. Donc, les coureurs sont complètement bombardés. Par contre, le paradoxe, et ça, moi, ça me frappe beaucoup, triste énormément, parce qu'avant d'être producteur de contenu de vélo, j'aime passionnément le vélo. Je ne me retrouve pas dans ce qu'il en ressort. Je trouve que la quantité, à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine de vélo, ou à la fin d'une saison de vélo, c'est quoi les points de repère, c'est quoi l'émotion, c'est quoi. Bien sûr qu'il reste des choses, bien sûr qu'il reste des courses, mais moi, par exemple, j'ai envie de lire un jour, de la faire, pourquoi pas, mais surtout de la lire, une interview de Pogačar très longue. J'ai envie de connaître ce gars. Pareil pour Vingegaard, pareil pour Van der Poel. Bon, ça va. Vous étiez au courant que Van der Poel était le petit-fils de Raymond Poulido, non? Oui, bien sûr. Oui, ça a été communiqué, mais après, le fils d'Adrien Van der Poel aussi. Ouais. Ah, voilà. Non, mais à part ça, Van der Poel, il a peut-être des choses à nous raconter, non? Oui, clairement. Moi, clairement, il y a pas mal, il y a tout un tas de choses qui pourraient être abordées qui intéresseraient énormément de monde. Mais du coup, ça vient aussi un peu. Tu parlais un peu, voilà, avec les collègues sur la chaîne L'équipe, voilà, où vous regardiez, vous oubliez les vainqueurs. C'est aussi un peu, c'est un symptôme un peu, je dirais, de la société où la manière de consommer est différente. Maintenant, voilà, avant tu parlais des magazines, etc. Maintenant, typiquement, bon, là on est sur Twitter, on ouvre Twitter, par exemple, on a directement le groupe Eto qui nous donne l'info, des choses comme ça, alors que par exemple avant, c'était en achetant le journal ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une évolution dans ce processus qui est vraiment mondial. Voilà, c'est pas que le vélo, c'est vraiment ça englobe tout. Et c'est vrai que pour les coureurs aussi, voilà, ça, je me rappelle, je crois, début d'année, il y avait un petit reportage, alors je pourrais pas dire la chaîne, mais voilà, c'était avec Christophe Laporte et on voyait par exemple Christophe Laporte
Je dis un truc au hasard parce que j'ai plus la séquence exacte en tête, mais par exemple, il avait son téléphone dans la main en train de prendre une photo de son aliment, peser l'aliment alors que c'était peut-être une pomme, quoi. Voilà, vraiment, où c'est des micro-détails. Ça parvient aussi, ça montre aussi un peu je dirais pas le harcèlement, mais où le coureur n'a même pas une seconde de temps libre, en fait. C'est vraiment quand même quelque chose de fou auquel on assiste maintenant avec tout ça. Et est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une conséquence de la médiatisation, peut-être même à outrance du vélo? Je pense en tout cas, vu les sommes qui sont en jeu pour les sponsors, puisque voilà, quand on parle de Netflix, mais le fait de voir Netflix arriver, c'est quand même des sommes énormes qui sont en jeu en fait. Oui. C'est des retombées qui sont énormes. Mais qu'est-ce que tu appelles médiatisation du vélo? Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, comme je l'entends, c'est une manière ça va déjà être toute la communication autour et la représentation du vélo, tout l'impact un peu, je parlerais peut-être aussi un peu de médiamétrie, quoi. Enfin, voilà, tout l'impact, le retentissement que ça peut avoir sur des gens comme nous, suiveurs, mais également des gens lambda. Par exemple, je dis un truc au hasard, mais par exemple, en 2019, quand Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe font un Tour de France monstrueux, bah là, je pense que par rapport aux années d'avant, il y a dû quand même avoir une médiatisation, comme c'est des Français. En tout cas, en France, je prononcerai pas à l'étranger parce que j'ai pas vraiment d'idée, mais où toujours en fait, et c'est vraiment, et maintenant avec Netflix en plus qui est, bah, en fait, où ça touche quasiment tout le monde, quoi. Tout le monde a quasiment un compte Netflix, etc. C'est vrai que il y a quand même cet effet où vraiment ces dernières années, on a vraiment l'impression que tout s'accélère, quoi. Oui, alors ça c'est une réalité. Bon, plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, tu dis le Tour 2019 à la Filipino, c'était gros la médiatisation, etc. Alors moi j'ai connu Virenque comme adolescent. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça a été Virenque. D'ailleurs, je le dis pour tous ceux qui ont participé à je suis né en 2002, j'ai pas connu Virenque, etc. personnellement, voilà. Oh, n'en rajoute pas, n'en rajoute pas. Je dis ça pour tous ceux qui ont participé à ce qui fut baptisé le virage Pinot, qui disait on n'a jamais vu ça. Alors, à l'époque, je crois que je l'avais jamais exprimé, mais il est temps de le faire. Le virage Pinot, les amis, figurez-vous que l'Alpe d'Huez en 97, c'est un virage Virenque qui dure 21 virages. À l'époque, on estimait qu'il y avait 1 million de spectateurs uniquement sur l'étape de l'Alpe d'Huez, dont la plupart étaient concentrés sur la montée d'Alpe d'Huez, aussi bien des Italiens qui venaient pour encourager Pantani que des Français qui venaient pour encourager Virenque. Enfin, il faut se rendre compte que c'était des cols du Tour de France époque Virenque. C'était de la folie. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a une baisse tendancielle des spectateurs sur le bord des routes. Il y a des endroits où ça reste très important. Certains grands départs à l'étranger, vous le voyez à la télé de toute façon. Il y a certaines villes, certaines régions qui continuent d'être extrêmement présentes sur le bord des routes. Mais le mode, c'est pas très heureux, mais bon, on va l'appeler comme ça, le mode de consommation du vélo a varié et beaucoup de gens le regardent depuis chez soi. On vient peut-être moins sur le terrain. Alors, tu dis, les modes de consommation ont changé, il y a Twitter, il y a le groupe Eto, il y a Instagram, etc. Oui, mais il faut pas mélanger les temporalités. Dans un premier temps, on peut tout à fait, on peut être sur un direct, après on peut lire les réactions ou écouter ou voir les réactions des coureurs, et puis après on a le droit de se dire que une semaine après ou un mois après, on a envie d'en savoir plus, quoi, de creuser. Notamment en hiver. C'est peu ou prou ce qu'on est en train de faire maintenant. Là, on essaye de creuser un petit peu. Mais moi, ce qui me manque beaucoup, c'est la chair, c'est la rencontre. J'ai travaillé dans les années 2010 et 11 pour un magazine qui s'appelait Pro Cycling Magazine. J'ai habité en Angleterre puisque les bureaux se trouvaient là-bas. Et à l'époque, on arrivait encore à aller chez des coureurs à domicile. Et j'adorais ça. Je dois vous dire que aller au domicile des coureurs est un de mes passe-temps préférés parce que ça dit beaucoup de choses. Et même quand ça dit rien, ça dit beaucoup de choses. La baraque type des coureurs aujourd'hui, c'est une cuisine assez high-tech, assez impersonnelle. Les murs sont blancs. C'est assez rigolo. Mais on apprenait des choses. Vous voyez des coureurs bordéliques. Moi, j'ai des souvenirs impérissables. J'étais allé chez Rein Taramae, mais alors c'était fabuleux. C'était fabuleux, il savait pas faire à manger, il mangeait très très mal. Il était tellement gentil cet homme, c'était gentil, drôle, attachant, tout ce qu'on veut. Et j'avais fait donc un reportage en anglais sur Rein Taramae et c'était
voilà, on s'attachait. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. J'espère que j'avais réussi à partager ce moment-là avec les lecteurs. Ben, moi, ça me manque aujourd'hui. Ça me manque beaucoup. On a fait des podcasts en début d'année avec Direct Vélo, puis les camarades de Vélops. Je sais pas si vous avez écouté ces C'est podcasts-là. exactement ce que j'allais dire. J'allais prendre la parole pour rebondir là-dessus quand tu avais interviewé aussi Benoît Cosnefroy, Kenny Bisson. Ouais, c'est Nicolas Gachet qui a fait ça, mon collègue. C'était en co. Oui, parce que je suis crédité au générique, c'est une petite erreur. Mais c'était vraiment excellent. Mais c'est super. Et tu te rends compte que les coureurs, quand tu disais tout à l'heure, ils ont pas une minute à eux. Alors là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. D'abord, beaucoup de coureurs s'ennuient. C'est pas parce qu'on les sollicite énormément que eux-mêmes ils trouvent du sens là-dedans, qu'ils sont repus, qu'ils sont satisfaits. Beaucoup de coureurs nous expriment leur sentiment, que leur image leur échappe, et leur image c'est fondamental, c'est un capital, c'est ce qui fait qu'après leur carrière ils vont peut-être devenir consultants, managers, qui vont laisser une trace aussi. C'est terrible de voir des vieux coureurs, c'est un peu comme les voitures à l'Argus, hein. Un vieux coureur ça décote beaucoup, et quand vous voyez des coureurs au bout de plusieurs années, les gens se souviennent même plus que de leur nom, et je me dis que bon, il n'y a pas que l'effet du temps qui est passé par là, il y a aussi un travail médiatique qui a été foiré. Et je dois dire que j'en veux beaucoup aux équipes cyclistes de si maltraiter les coureurs. Vous vous rendez pas compte de ça. Comme passionné de vélo, vous devriez être non seulement exigeant, mais en colère de ce qu'on fait avec les coureurs. Les coureurs représentent une matière humaine de premier ordre. Un coureur cycliste, la plupart des coureurs cyclistes sont pas gentils, sont très gentils, sont drôles, sont ouverts, parlent plein de langues, voyage, on a des discussions de village sur tiens, hier on était à l'hôtel, on a mangé ça, tiens, et puis on a des discussions parfois très inattendues, et beaucoup de coureurs ont à donner beaucoup de choses, bien au-delà de ce qu'ils donnent sur le vélo en coup de pédale. Ils ont beaucoup de choses à donner, et c'est incroyable que leurs équipes n'arrivent pas ou ne veuillent pas les aider à exprimer ça. La plupart des attachés de presse qui travaillent dans les équipes sont pas là pour aider à mettre en relation des journalistes et des coureurs pour produire un contenu qui mettrait en valeur le coureur et partant mettrait en valeur l'équipe. Non. Ils sont là pour faire écran ou obstacle, ou balancer des trucs complètement ineptes. Vous savez, par exemple, que je vois des fois qu'il y a des contenus Instagram qui sont relayés. La plupart des contenus Instagram ne sont pas du tout écrits ou alimentés par les coureurs, mais par des gens qui payent entre 400 et 1000 euros par mois pour s'occuper de tout ça et pour raconter n'importe quoi. Yeah, good job, guy. Mais combien de temps on va accepter ça? Vous parlez de footballisation du vélo. Ben, moi, ça m'intéresse pas du tout que les cyclistes se mettent à parler une espèce d'anglais d'aéroport, racontent tout le temps les mêmes conneries. Les coureurs sont toujours super. Donc, on a fait plusieurs cours en podcast. Alors, on m'avait dit, par exemple, attention, ouais, mais tu vas voir Cocard, ouais, il a peut-être pas grand-chose à dire. Cocard, je le connaissais pas bien. Et ça a été super. Ça a été super. Il avait plein de choses à dire. Il voulait bien. Il nous a fait confiance. Alors, c'est une charge, hein. Mais c'était super. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de mal de la communication des équipes et les coureurs commencent à peine à se rendre compte qu'on se fout de leur gueule dans leur propre équipe. Que on se fout vraiment de leur gueule. Cofidis fait exception. Je dois dire, Cofidis c'est une des rares équipes qui a envie de mettre en avant ses coureurs. Cocard, c'était bien. Elisonde. Mais Elisonde, vous avez lu des interviews intéressantes d'Elisonde ces 10 dernières années? Non, zéro, rien. Ben, le podcast qu'il a accepté de nous accorder, moi, ça m'a touché. Et j'étais le premier à apprendre des choses, donc j'espère que vous en avez aussi appris, Ouais, ben, mais il y a beaucoup à apprendre. On ne les connaît pas, ces gens. Moi, ça me rend fou. Cosnefroy, par exemple, l'anecdote sur son accident qu'il avait eu, etc., c'est des trucs que moi, je savais absolument pas et qu'on pouvait pas du tout savoir. Et ça fait du bien de les entendre dans un environnement très calme, où il n'y a pas du bruit autour comme on a l'habitude de les entendre à la télé, etc., où forcément tu as le public qui est à côté, etc. Là ils sont là pour s'ouvrir et c'est franchement très agréable. Mais comment, par exemple, un coureur comme Cosnefroy, ou il est dans une équipe comme Decathlon qui ouvre pas forcément trop à la presse non plus, il a pu accepter?
s'il connaît Nicolas Gachet depuis très longtemps. Nicolas Gachet, qui est la cheville ouvrière de Direct Vélo depuis le tout début, ils se connaissent, ils sont un peu voisins maintenant autour de Chambéry, et donc ils ont pu faire ça ensemble. Il y a de la confiance, quoi. Évidemment, faut qu'il y ait un pacte de confiance, faut qu'il y ait du temps. Évidemment, on va pas non plus réaliser ce type d'opération 2 jours avant le départ du Tour, mais quoi que j'avais fait à la Philippe en 2000 pour Libération 2000, je sais plus. 16, un truc comme ça. Mais parce que franchement, un jour, dans un journal comme Libération, j'avais réussi à parler d'Alaphilippe, de ses parents, de comment il conduisait un camping-car pour amener ses parents directement au championnat de France parce qu'ils étaient trop âgés pour conduire. Dans Libération, j'avais raconté aussi l'histoire de Pierre Latour qui avait baptisé ses jambes avec 2 prénoms. Et j'avais fait un autre portrait avec, par exemple, alors Godus a tourné autour de David, de sa chienne favorite, personnage emblématique du cyclisme. Et puis, il y avait, par exemple, mais Latour, on avait refait un truc incroyable où il racontait qu'il se passait des publicités quand il montait un col, en fait, pour se distraire, sur le Tour, hein, pour se distraire et pour nier la douleur qui était en lui, il se passait des publicités télé, notamment un truc, je pense, autour de Carglass. C'était exceptionnel. C'était magique. Les coureurs valent tellement mieux que ça. Moi, je suis toujours bouleversé de parler avec un coureur, vraiment. Hein. Et même quand on me dit il parle pas bien, qu'est-ce que ça veut dire bien parler? Justement, en télé, les coureurs qu'on estime ou les personnages qu'on estime bien parler, c'est ceux qui ont un discours un peu mécanique, un peu robotisé, capable de faire 40 secondes quand on a besoin de 40 secondes. Moi, j'aime bien quand ça déborde, quand c'est un peu bordélique, quand il y a des fautes de français, je m'en fiche. Du moment qu'ils expriment quelque chose, c'est ouais, ou c'est pas robotique en fait, où t'as ce sentiment, je dirais, oui. d'authenticité par rapport à ton interlocuteur. Mais c'est vrai, voilà, nous aussi à notre échelle, voilà, on le voit, on essaye aussi de notre côté, bien entendu, de produire un peu de contenu, d'essayer d'obtenir des interviews. Oui. Et c'est vrai que de notre côté, c'est très dur aussi de recevoir des réponses. Des équipes aussi, voilà, de voir qu'il n'y a pas tout qui est mis en œuvre pour laisser les coureurs, je dirais peut-être exprimer, etc. Alors bien sûr, forcément, c'est compliqué de les contacter directement, mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est difficile. On avait contacté pas mal d'équipes nous au début de l'année pour essayer, voilà, de mener des interviews avec des coureurs français notamment, et on avait eu que très peu de retours. Je crois on avait eu de mémoire que peut-être Intermarché et Movistar. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu paradoxal où on se dit ouais, voilà, le cyclisme c'est un sport très familial avec le côté bord de route, les départs, etc. Absolument. Et puis de l'autre côté où on se dit c'est quand même très compliqué d'obtenir d'obtenir l'accord déjà de quoi, mais aussi d'équipes pour ce genre d'interview, alors que franchement quand on y pense, ça serait tout quand même vraiment bénéfique juste d'aider, voilà, de faire connaître aussi le coureur en tant qu'humain, pas que le parce que c'est clair que les discours robotisés qu'on peut entendre, que ce soit dans le vélo ou dans le foot, les trucs un peu classiques de langue de bois, je dirais, c'est vrai que ça a domine, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, tu partageais pas mal d'anecdotes avec notamment Pierre Latour, avec etc. C'est des choses on n'en entend jamais parler en fait, et c'est vrai que c'est quand même assez paradoxal par rapport à la réputation du vélo de base. Oui, c'est pour ça que pour moi on est en train de passer à côté de quelque chose, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment discuter la notion de médiatisation. On a complètement réorienté l'appareil de production du média vélo. On est passé sur la quantité plutôt que la qualité. On est passé plein pot sur l'audiovisuel plutôt que l'écrit, et on a mis ce que tu appellerais la médiatisation entre les mains de la communication plutôt que du journalisme. Alors attends, je suis pas corporatiste. Je suis beaucoup plus à l'aise à parler avec des coureurs qu'avec des confrères journalistes. Au fond, le journalisme a plein de torts, et bon. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on paye ça, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le boulot avant, qui n'ont pas défendu le métier. Mais c'est quand même un problème. Je reviens à ça, et au fond, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le coureur? Vous croyez franchement que les vidéos à la con, ils se rendent compte? Mais moi, je suis effaré. Un jour, mais je vais le faire, ça. Je vais aller voir les sponsors, là. Je sais par qui je vais commencer. Je vais leur dire, vous êtes satisfait, sérieusement, là, de mettre 8 millions d'euros? Vous êtes content? Les managers d'équipe leur vendent l'apparition télé. C'est calculé par un cabinet en Belgique qui, maintenant, il y a ça fait penser un peu aux échappées publicitaires dont on entend souvent parler. Voilà. Où on est en mode, mais il n'y a plus de quoi qui
C'est ça. s'échapper pour l'échappée publicitaire, etc. Le seul argument de communication que peuvent vous donner les équipes à la fin d'année, c'est on est sur Netflix. Bon, très bien, ok, c'est vrai. Ben O'Connor s'est révélé par Netflix et d'autres. Donc ça veut bien dire qu'il y en a combien des Ben O'Connor aujourd'hui? Il y a combien de types formidables? Vous voyez, pour un Ellison qu'on a fait, qui vous dit que Eddie Finney, il est pas génial? Il est certainement génial, mais moi j'ai envie d'entendre un truc sur Eddie Finney. Tous, Thomas Champion, super, bon je vais faire tous les cofidis là. Mais mais il y en a plein. Et les femmes, parce que alors là il y a c'est un continent. Ah oui, il y a un truc à développer. C'est clair que là aussi, ça, on voit ces dernières années que ça commence à reprendre avec notamment le Tour de France femmes. C'est vrai que là il y a une mine d'or, je dirais, peut-être j'abuse un peu sur le mot, mais voilà, c'est vrai qu'il y a clairement quelque chose à exploiter. Moi, je voudrais juste souligner, alors c'est pas vraiment pour ajouter une question, mais c'est vrai que tu parles beaucoup des coureurs Cofidis, ça fait quand même voilà un petit aparté, plaisir de voir aussi que tu parles en bien de l'équipe, parce que c'est vrai que cette année, et c'est aussi un peu un symptôme du monde du vélo, etc. Par exemple, je pense à l'an passé où on était en mode Cofidis, ils sont géniaux, ils font une saison de fou avec Yannis Aguirre et Victor Lafay sur le Tour de France, etc. Et on a l'impression que ça passe du tout au tout en une année, et tous les discours changent, et on peut même parler d'AG2R un peu où c'est l'inverse. L'an passé, ils sont c'est compliqué. Cette année, ils sont monstrueux. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour cette équipe, ça fait quand même, c'est quand même beau de voir aussi que il y a pas mal de coureurs, voilà, attachants. Tu parles de Kenny Song, j'ai pas eu la chance encore, l'opportunité d'écouter le podcast, mais c'est clair que voilà, d'entendre ton témoignage, en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Vas-y, c'est gratuit. Fonce, c'est gratuit. Non, mais bien sûr. Ah, puis les images, tu sais. Alors là, en plus, tu me dis que l'image de l'équipe, elle est indexée sur les victoires qui gagnent, mais c'est tellement nul. Mais c'est tellement nul. Alors parce qu'alors, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais Groupama va vers des années compliquées. Donc Groupama va devenir une équipe indigne d'intérêt, c'est ça? Bah, en tout cas, en fait, c'est après, je sais pas si les autres sont d'accord dans le chat, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance surtout à juger aux résultats aujourd'hui plutôt que voilà dans ce qu'il y a dans le fond, à savoir le taf, etc. Les courses, c'est sûr qu'on se base tout de suite sur les résultats, un peu comme partout. Je dirais par exemple au foot, ça va surtout être sur les statistiques individuelles aussi des joueurs, etc. C'est nul. Ouais, c'est clair. C'est une manière qui, ces dernières années, en tout cas, pour être honnête, et prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement, pour le monde du vélo et les coureurs, quoi. C'est nul. Les stats dans le vélo, c'est nul. C'est un truc de feignasse. Il y a des journalistes qui sont spécialisés là-dedans. Ce sont des feignants complets. Je vous le dis, les amis. C'est de la flemmardise. Parce qu'en plus, alors déjà, contrairement à des sports qui se déroulent dans un stade et où on peut beaucoup plus paramétrer le terrain, dans le vélo, vous avez évidemment tous les aléas de la route. Et même si aujourd'hui, en effet, le degré de prévision du cyclisme s'est aiguisé et qu'on en fait une science quasi exacte, je suis désolé, quand vous obtenez des chiffres, en fait, vous les interprétez comment? Voilà, on ne sait pas. Donc, les stats... J'ai vu ça dans le journalisme, à un moment donné, on nous avait expliqué, il y a 7-8 ans, que l'avenir du journalisme, c'était le data-journalisme. Mon Dieu. Quelle bêtise. Comment vous racontez le conflit israélo-palestinien avec des stats, en fait? Vous dites quoi, là? C'est quoi? C'est le nombre de roquettes, le nombre d'enfants tués? Une fois que vous avez sorti les chiffres, on fait quoi? On compare, on fait une courbe du nombre d'enfants tués, enfin, au secours. Mais bon, ça permet à certains de... Mais c'est une évolution un peu, voilà, qui est triste, moi. Et moi, tu sais ce qu'il y a derrière? Il y a les paris derrière. Voilà la vérité. C'est qu'aujourd'hui, on parle de footballisation, on parle d'évolution du vélo. Il faut se dire qu'il y a aussi des nouveaux acteurs économiques qui sont en train de rentrer. Et moi, je pense que dans 3 ans, on va trouver le cirque du foot. Parce qu'attention, il y a du foot. Waouh! Tu vois, j'ai un collègue au journal Le Temps qui est chef des sports, qui s'occupe du sport, qui s'appelle Laurent Favre. Attention, il a élevé le journalisme de foot au rang d'art, quoi. Et moi, je comprends rien au foot, mais quand je tombe sur ces papiers, je me dis c'est pas mal le foot. Preuve que le foot mérite sûrement mieux que ce qu'on en fait. Eh bien, moi, je pense que le mauvais côté du foot va largement s'incruster dans le vélo. On va voir, par exemple, de plus en plus des journalistes véreux
à coquiner avec des agents véreux et sortir des fausses infos toute l'année. On verra, et vous verrez que vous-même vous allez plonger dedans. Pourquoi? Parce que quand il y aura une rumeur qui dira un tel il va là, tout de suite vous allez faire un space, vous allez dire ah oui mais alors s'il va là, mais alors Madouas il va aussi aller là parce que ils sont très copains. Et puis du coup alors ouais mais alors Vasseur lui-même est-ce qu'il pourrait pas ouais mais non parce qu'il y a des vous ferez ça, vous allez immédiatement succomber. Pourquoi? Parce que c'est du divertissement et parce qu'honnêtement c'est rigolo et puis parce qu'on a tous fait ça, on a tous fait des pronos, euh, on a tous dessiné des parcours du Tour de France fictifs qu'on aimerait voir prendre vie un jour. Coucou Quentin qui nous écoute, etc., etc. On a tous nos petits nos marottes et vous verrez que une grande partie aujourd'hui du discours d'aujourd'hui, dans un futur proche, du discours sur le vélo sera un discours spéculatif et ça sera un métadiscours. On sera sur ça. Il y aura aussi, comme dans le foot, des journalistes qui viendront tous défendre une équipe attitrée ou un champion attitré. Il y aura, comme dans le foot, où il y a un journaliste qui défend l'OM contre vents et marées, qui défend l'OL contre vents et marées, Saint-Étienne. Alors comme c'est un gentil chien de garde de Saint-Étienne, on lui dit, bah écoute, tu auras aussi des exclus sur tel et tel transfert, et puis tu viendras au stage. Non mais ça, dans le vélo, 2-3 ans. On l'a dans 2-3 ans. C'est clair que c'est un phénomène qu'on va appréhender. Pour être honnête, en plus, c'est la difficulté. Voilà, on parlait juste avant de, je dirais peut-être l'opacité un peu des équipes où on peut pas non plus vérifier, quoi. On est obligé de se fier aux quelques infos qui sortent et c'est tout un jeu de l'écosystème même du vélo en soi qui se joue là. Oui. Et tu parlais du foot, et notamment de ton collègue dont tu parlais qu'il avait élevé le sport, hein, ou le football en tout cas en handball. Ça me fait penser notamment récemment le monde, en tout cas du journalisme français, qui a perdu Didier Roustan, paix à son âme d'ailleurs. Voilà, qu'on connaissait aussi comme un des derniers, qui lui ne se focalisait pas sur les stats quand il parlait par exemple de il y a des extraits où il parle par exemple de Dembélé et pas d'un Neymar. On sait qu'il était pote avec Maradona, des choses comme ça, où c'est vraiment toute une culture même journalistique différente de ce qui se fait maintenant, je dirais même. Et moi ça me fait penser un peu pour conclure également, je pense là je suis obligé d'en parler, mais voilà ta tirade sur l'équipe par rapport à Thibaut Pinot après sa victoire sur le Tour des Alpes 2022. C'est vraiment, t'avais très bien parlé, voilà, de Thibaut, comment il touche tout le monde, etc. T'en as même parlé avant. Mais c'est vrai que c'est aussi un risque de perdre ce genre, je dirais pas d'émotion, mais de possibilité de parler comme ça d'un coup, où un mec comme Thibaut Pinot, c'était un mec entier, pas vraiment de langue de bois. Quand il n'aimait pas, et voilà, c'est vrai que ce côté un peu formaté, malheureusement, c'est dangereux, pour être honnête, dangereux, voilà. Mais tu sais, tout va s'équilibrer d'une certaine manière. Je suis pas pessimiste. Ce que je sais simplement, c'est qu'à un moment donné, si les équipes agissent dans une certaine direction, que la communication au sens large tourne dans une certaine direction, que l'appareil médiatique se réorganise, parce qu'on subit là. L'appareil médiatique, il subit. Tu sais, moi j'ai connu l'époque, il y a 12 ans, t'arrives au village départ, tout le monde disait le journal L'Équipe le matin. Pourquoi? Parce que, il y avait des infos. 2, ça donnait un peu une direction. On se disait, tiens. Philippe Bouvet, jamais remplacé. Immense journaliste de vélo, pas assez connu. Oui, c'est un ton assez aride, hein. Mais alors, quelle lecture! Philippe Bouvet, si tu lisais, en fait, tu savais ce qui se passait 1 ou 2 jours après. Alors, je sais pas ce qu'il écrirait, ce qu'il dirait, ce qu'il penserait du vélo actuel, s'il le comprendrait et s'il aurait la même capacité à démonter la machine, à la remonter, etc. Je ne sais pas. Je pense qu'en grande partie, oui. Mais tu vois, l'équipe, ça a été ça. Aujourd'hui, on subit. Quand tu me parles de Twitter, d'Instagram, c'est que ça veut dire que quelque part, c'est plus devenu indispensable. Ben, c'est un tort. Voilà. Ça veut dire que la presse, elle n'a pas travaillé. On n'a pas bossé. Je dis on au sens large. Je veux pas mettre en cause tel ou tel titre ou tel confrère. Ça serait très disgracieux de ma part. Mais aujourd'hui, les gens qui me disent je suis désolé, tel magazine j'achète plus parce que j'apprends plus rien. Ben voilà, au bout d'un moment, c'est violent. Hein, c'est une forme de sanction. Donc
tu dis le cyclisme à la Pinot. Le cyclisme à la Pinot n'existe plus. C'est fini. Ouf, Il y aura des ça y coureurs est, que les vous allez termes sont adorer. Il y dits. aura des gens géniaux. Comment? Les termes ont été dits là, c'est le C'est buzz. fini. C'est fini. Vous ne retrouverez plus ça. Euh, Est-ce que c'est regrettable? Ouais. L'an dernier, à Bergame, son frère Julien dit allez, le cyclisme continue. Bah oui, mais quel cyclisme? Alors, il y a des coureurs encore. Là, au moment où je vous parle, je suis assez ému parce que j'ai beaucoup de noms en tête, de visages en tête de coureurs actuels. Et puis, il y a tous les coureurs que je connais pas, qui ont 16, 17, 19 ans, 21 ans. Il y en a plein que je connais pas, là. Et c'est eux qui vont faire le vélo de demain ou après-demain. Et qui sont des gens valables, qui ont un cœur, qui ont des valeurs, je sais pas comment ils feront leur parcours. Ce que je sais simplement, c'est que dans ce cyclisme là, presque un peu, disons, d'anticipation et passablement apocalyptique que je vous décris, bah il y a des coureurs qui ont plus leur place, il y a des spectateurs qui ont plus leur place. Moi, j'irai faire autre chose, voilà. Mais tout marchera bien parce que vous aurez une autre économie du vélo. Il y Mais moi, aura. Pierre, si je peux me permettre, je pense que pour terminer cette partie un peu sur une note un peu plus positive et un peu d'espoir, je pense qu'il y a quand même, il y aura Merci. toujours des coureurs pour reprendre le flambeau de Pinot et de ce que tu appelais tout à l'heure le romantisme qui ne disparaît jamais dans ce Ouais. sport. Il y aura forcément des coureurs, que ce soit ceux qui arrivent, dont Anto a parlé, les Léo Bisio, les Paul Sexas, etc., ou d'autres qui sont peut-être pas encore là ou qui sont déjà là mais qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir performer. Mais il y aura toujours quelqu'un qui nous fera vibrer et que ce soit un Français ou un coureur venant de l'étranger, quoi. Il y a toujours ce renouvellement. Et Paul Sexas te fera vibrer autour d'un truc que les médias de sport savent faire par cœur et qui vont faire là ils ont pas dans les encore eu le 12 temps mois. et il me fait déjà vibrer. Donc Ouais, ça. ouais, Moi, Paul t'inquiète pas, Sexas ça me arrive, fait ça déjà arrive, ça vibrer arrive. personnellement. Depuis le début Voilà. de l'année. Mais, ça va commencer avec, bah oui, vous allez le lire, hein, peut-il gagner le tour, hein, ça va pas Ouais, bah tarder. oui, ça Donc en arrive. fait, ce qui va Ça vous arrive. accrocher, le narratif de Sexas, c'est ça. C'est dans les 5 ans qui viennent, peut-il gagner le tour. Bon, puis Je sais pas si un jour vous finissez par voir la je sais pas réponse, si hein, t'as vu mais Twitter après son titre de champion du monde du chrono, mais on avait que ça, que ça. oui, Et oui. Bah, c'est c'était comme ça, hein, limite insupportable. c'est la dure réalité du Mais je cyclisme comprends, mais je comprends. français aujourd'hui, et c'est comme ça. Et on y participe aussi dans une moindre mesure, et on y participera, et Oui, on l'alimente aussi. Bah, même si on essaye d'être un peu certainement. plus, comment Mesuré. dire, proche ouais, et puis proche des coureurs plutôt que juste comment on peut dire, des achievements, comme on dirait en anglais. Oui, et des résultats voilà qu'ils ont, être un peu plus proche, on essaye de les interviewer, voilà, quand on fait l'interview avec Aubin Sparfel, on s'attarde pas juste sur ses résultats purs, on essaye de Super. comprendre bah, enfin, comment il fait au quotidien, comment il allie ses performances et les cours, par exemple, truc tout bête, mais comme ils sont super Hmm. jeunes, etc. Même on a fait avec Thomas Bouda aussi, qui est, voilà, c'est pas forcément le coureur qui a du buzz comme ça. Quand on dit Thomas Bouda, les gens se ruent pas à la porte pour forcément. Oh, Voilà. Mais il y a des gens que ça intéresse, dont nous. Et du coup, on essaye voilà, d'aller voir ces coureurs-là qui ont plein de choses à nous apprendre. Comme tu disais, avec les coureurs de la Cofidis, Kenny Elissonde, etc. Voilà, qui sont pas forcément les coureurs les plus médiatisés, quoi. Donc, chaque coureur est au centre, chaque coureur est un soleil au centre d'une galaxie. Chaque coureur c'est beau. a quand même ceux qui sont les plus pauvres en palmarès, est-ce que vous vous rendez compte le koh-lanta géant qu'ils ont dû accomplir pour arriver jusque-là, déjà, pour passer professionnel. Le cycliste, même, euh, ce que je vais dire n'est en aucun cas une excuse,
je me situe pas dans le domaine moral, je m'en fous en fait. Je veux pas juger tout ça. Le cycliste aujourd'hui, dopé ou pas, connecté ou pas, moderne ou pas, sympa ou pas, intelligent ou pas, il peut aujourd'hui, sur un championnat du monde, le cycliste ou la cycliste peut glisser, tomber et agoniser pendant 1 heure. Le cycliste peut se tuer dans une descente. Enfin, dans quel autre métier ou accomplissement de votre vie vous acceptez à ce point un risque mortel à tous les instants? Rien que ça suffit à faire du cycliste, de la cycliste, un être d'exception. Et aujourd'hui encore, ça me bouleverse. Ils peuvent être payés 400 000 euros par an. Qu'est-ce que ça change? Rien. Gino Meder était payé une fortune. Vous savez dans quelles conditions il est mort. Ça, c'est ce risque mortel est une des raisons pour lesquelles ce sport sera toujours romantique. Est-ce qu'une équipe permettra de ces coureurs d'avoir un destin lapinot? Je ne sais pas. Je ne crois pas. On remercie encore une fois infiniment Pierre Carré pour ce live qu'on avait fait sur Twitter. Et donc ces 4 diffusions, les 3 premiers en tout cas vous ont énormément plu. Nos vidéos en ce moment marchent très bien, notamment grâce à ça. Donc on voulait vous remercier déjà dans un premier temps. Vous dire également qu'on en refera sûrement, peut-être même plus rapidement qu'on l'imagine, que ce soit avec Pierre Carré ou avec d'autres personnes du monde du vélo comme ça. Donc n'hésitez pas à nous donner des noms si vous voulez dans les commentaires de personnes qui pourraient vous intéresser, etc. On se retrouve du coup lundi pour le Godcast. Cette fois, c'est sûr qu'il sera là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était les Goth.